va donc vous présenter, en tout cas pour toutes les personnes là, qui vont rester avec moi jusqu'à 14 heures, je vais vous présenter cette fresque du facteur humain, fresque qui est portée par une association qui est en train de se créer autour du facteur humain, association qui devrait s'appeler l'association Université du facteur humain et qui est et donc la construction de cette association est portée par Humans Matter que je représente. Humans Matter, entreprise de design cognitif, donc une entreprise qui réunit des chercheurs en sciences cognitives, des designers, une équipe digitale, etc., des ingénieurs pédagogiques et qui travaille sur des technologies, des dispositifs de formation, des expériences qui développent les capacités cognitives. Autre entité, organisation qui porte cette association et cette fresque, c'est le GIECO, le GIECO IPBC pour la traduction anglaise, qui est un groupement donc au niveau mondial hein, de scientifiques du comportement et des sciences, des sciences comportementales et des sciences de la cognition au sens large. Et donc GIECO pour GIEC des comportements. Donc voilà, on va dire le pendant humain et comportemental du GIEC qui se focalise sur le climat. Autre acteur qui porte cette association, c'est Pixelis, qui est une agence de communication et de branding très engagée, qui est un des pionniers du mouvement Bicorp en France et qui donc travaille beaucoup avec les marques sur leur responsabilité en termes d'évolution des comportements de consommation. Et dernier acteur qui porte cette association, c'est une autre association qui s'appelle Nous sommes vivants. Je pense que vous êtes un certain nombre à bien la connaître ici, et donc qui est un collectif engagé dans la transition écologique. Donc, comme je disais, le facteur humain, c'est une association qui est en train de se créer avec pour objet le fait d'apprendre à chacun comment prendre soin de soi, des autres et de son environnement en mobilisant ses ressources cognitives. Et donc, on va bien le voir sur l'expérience de la fresque hein, qui porte vraiment cet objet. C'est comment, en se re-questionnant et en identifiant et en prenant conscience des éléments, des facteurs qui influent sur nos comportements, nos décisions, etc., eh bien, comment, en prenant conscience, on remobilise ces ressources cognitives et on développe notre capacité à faire évoluer nos comportements. Mais ça, on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. La création de cette fresque, elle fait suite à un mouvement qui a été engagé à peu près au mois de juin 2021 et qui s'est matérialisé par l'organisation de ce qu'on avait appelé l'université d'été du facteur humain, donc qui s'était tenue première semaine de septembre 2021. Tous les replays sont disponibles sur YouTube, hein, vous pouvez les trouver assez facilement. Qui avait été porté par une dizaine de partenaires, dont les 4 que j'ai mentionnés avant et d'autres. On préparera la prochaine édition pour septembre 2022. Et à la suite de cette université d'été, nous avions publié un manifeste que vous pouvez retrouver à l'adresse qui est là. Peut-être, si quelqu'un veut bien, peut-être mettre le lien dans le chat. Et on vous invite tous à aller évidemment lire ce manifeste et éventuellement le signer. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, cette fresque du facteur humain dans laquelle on va rentrer maintenant plus précisément s'inscrit vraiment dans ce mouvement et fait suite à ses premières réalisations, ses premières organisations et ses premières réalisations. La question en fait hein, qu'elle adresse, c'est voilà, de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il est si difficile de changer, même lorsque les gens sont convaincus, ont pris conscience qu'il est nécessaire de changer et sont convaincus qu'il est nécessaire de changer. Il y a quand même plus grand monde aujourd'hui qui va nous dire qu'il faut tout conserver comme ça se passe aujourd'hui. Voilà. On voit aussi, alors nous on accompagne beaucoup d'entreprises, de grandes organisations. On voit très bien, parce que c'était souvent le cas, on nous disait, ah bah oui, pour changer, il faut que le plan d'action pour changer soit clair, qu'on sache bien qui doit faire quoi, comment on va mesurer, etc. Et on voit bien même que quand il y a un plan d'action qui est clair et qui est partagé, ça ne suffit pas toujours pour qu'un changement profond se passe réellement. On voit aussi que ce n'est pas toujours que
que même s'il y a de nombreuses ressources, les moyens, qu'ils soient financiers, humains, technologiques, etc., même si on mobilise tout, parfois ça ne suffit pas pour changer non plus. Et puis même en fait, quand il n'y a aucun obstacle technique à ce changement. Voilà, donc voilà, c'est ça la question qu'on pose de base, hein, c'est pourquoi c'est si difficile, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'engager massivement, collectivement, massivement dans les transitions, alors qu'on sait bien tous qu'elles sont absolument nécessaires, voire vitales. Euh, alors, les- la réponse, elle est en fait assez simple. C'est lié vraiment à notre, on pourrait dire même à notre condition d'être humain. On pourrait même ajouter à cette phrase, parce que nous sommes humains, ou peut-être parce que nous ne sommes que des humains, euh, c'est-à-dire avec des capacités formidables, évidemment, mais aussi des limites effectives, enfin voilà, des réelles limites. Et puis aussi, en fait, et c'est bien tout ce qu'on verra par la fresque jusqu'après, des influences fortes venant d'un certain nombre de facteurs qui nous environnent. Donc, voilà, on est des humains, donc on a des capacités cognitives, on peut parler effectivement de dispositifs cognitifs qui vont nous permettre de ressentir les choses, de décider, de se projeter, d'interagir, d'apprendre, etc. Mais en fait, ce dispositif cognitif, cette cognition, donc, voilà, qui nous permet de faire toutes ces choses qui sont écrites sur ces slides, est aussi et surtout est fortement soumise, on va dire ça comme ça, soumise, ouais, à des facteurs environnementaux, donc des choses qui se passent autour de nous, que ce soit notre environnement social, les autres, les habitudes qu'on a avec eux, des choses liées à nos propres expériences, nos souvenirs, notre mémoire, nos biais, nos émotions, etc., qui peuvent en fait soit limiter, soit décupler notre puissance d'action. Et le fait de déjà en prendre conscience, se questionner par rapport à ça, en prendre conscience, évaluer à notre propre niveau les effets, soit inhibants ou potentialisant ou renforçant de certains de ces facteurs, est une façon en fait de développer, de décupler notre puissance d'action ou notre capacité d'agir. Euh, et donc, voilà, donc donc c'est bien ça qu'on va chercher à faire en se focalisant sur cette idée du facteur humain, qui est vraiment comment l'être humain en tant qu'être humain contribue à un événement par ses décisions, mais aussi par ses biais, ses émotions, ses comportements, etc. Et de venir explorer les mécanismes qui existent entre ce que l'on perçoit dans notre environnement et le résultat de notre action. Et comme je le disais juste avant, on prend le parti de dire que si on comprend mieux ces mécanismes, et ben, en fait, on peut mieux agir sur ces mécanismes. Et si on peut mieux agir sur ces mécanismes, d'une certaine manière, on peut reprendre un peu notre destin en main, c'est-à-dire faire évoluer consciemment nos comportements vers des choses plus souhaitables. Voilà, alors pour la petite blague, hein, Hubert Reeves, que vous connaissez tous, je pense, hein, parle souvent, alors avec son bel accent québécois, du putain de facteur humain, c'est-à-dire de vraiment comment l'être humain, en tant qu'être humain, de par ses interactions avec son environnement, peut être une source catastrophique, on pourrait dire, hein, envers son environnement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le potentiel d'être un putain de facteur humain, mais on a aussi le potentiel d'être un merveilleux facteur humain. Et ça, on le sait, on fait partie du vivant. Et donc, en reprenant aussi conscience du fait qu'on fait partie de notre vivant et qu'on est capable de choses absolument formidables comme l'apprentissage, la création, l'imagination, etc., et ben, en fait, on peut avoir un impact totalement positif sur notre environnement, les autres, le reste du vivant, etc. On est doté de cette capacité de prendre soin et c'est bien ça qu'on cherche à activer avec cette fresque. Alors, pour ceux qui sont connectés depuis le début, Alban en parlait. Donc, on a conçu cette fresque du facteur humain comme une expérience collective. Donc, ça implique beaucoup de croisements de regard, de perception.
l'objectif de créer de construire des représentations communes par rapport à une problématique de transformation, de transition. Et puis, donc, évidemment, une expérience apprenante, hein, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour que le plus grand nombre s'approprie des notions qui sont peu présentes aujourd'hui autour de tous ces sujets, donc notion des biais cognitifs, notion des différentes perceptions. Voilà, enfin, je ne vais pas les égrener là maintenant tout de suite, mais on cherche bien à ce que le plus grand nombre s'approprie ces facteurs humains, c'est-à-dire ces éléments qui influent sur notre capacité d'apprentissage, de décision et donc sur nos comportements au sens large. Et puis, de venir de façon réflexive interroger nos comportements, qui sont individuels et collectifs, pour se donner la chance de les faire évoluer. L'objectif étant donc de venir décupler, développer ou décupler collectivement notre capacité d'agir, c'est-à-dire notre capacité en fait à évoluer, à faire évoluer nos comportements et à avoir des impacts plus positifs sur nos environnements respectifs. Alors, cette fresque, alors je précise, j'en profite pour faire une mini pause, et préciser que je vais m'arrêter de parler, je pense, faut que je finisse à 14 ans. Donc, je vais m'arrêter de parler, je vais essayer de m'arrêter de parler, j'aime bien parler des fois, donc je vais essayer de m'arrêter de parler quand même d'ici 10 minutes pour vraiment garder, alors on est 135, donc c'est un grand nombre, mais pour quand même essayer de garder une quinzaine de minutes de questions-réponses, d'échanges, et ne pas que ça soit qu'une présentation où je parle seul. Donc, je vais peut-être aller un petit peu vite sur certains trucs, mais c'est vraiment dans le but de garder un temps d'échange. Donc, la façon dont fonctionne cette fraise, donc vous voyez à peu près à quoi elle ressemble, enfin en tout cas à quoi ressemble le canevas de la fresque, et vous verrez juste après un exemple de ce qu'on obtient à la fin de la fresque. Donc, on part en fait d'un enjeu de transition ou de transformation décrit comme un comportement attendu ou un comportement souhaité ou désiré et qui est défini par le groupe qui fait la fresque. C'est-à-dire, je crois que tout à l'heure, il y avait un message sur est-ce que c'est la fresque du climat qui vous a donné cette idée? Oui, bien sûr, on s'inscrit dans le mouvement des fresques, dont la fresque du climat est la plus connue. La différence là, qui est une différence assez majeure, c'est qu'on vient s'appuyer sur un enjeu de transition, de transformation et d'évolution qui va être défini par le groupe qui fait l'expérience de la fresque. Donc, on ne vient pas traiter uniquement un sujet global. On essaye vraiment de se baser sur un enjeu qui est propre au groupe qui est en train de réaliser la fresque. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour être dans une forme de réflexivité, c'est-à-dire on vient interroger ses propres comportements, ses propres enjeux de transition. Et ensuite, tout l'objectif va être de comprendre le rôle que jouent sur nos comportements de multiples facteurs. Dans les facteurs qu'on a mis très en avant, qui vont être donc qui sont deux, qui vont être les émotions et les biais cognitifs. Donc, vous voyez les deux sections sur la fresque, hein, émotions, biais cognitifs. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes catégories de facteurs qu'on met en avant, tellement elles ont des impacts sur nos comportements. Et puis, on va explorer ensuite un certain nombre d'autres facteurs comme les représentations, l'appartenance sociale, les croyances, la mémoire, l'attention, le langage, l'apprentissage, les motivations, les habitudes, etc. Alors, comment on a identifié en fait ces différentes catégories? Eh ben, en fait, on a repris ce que sont les différentes disciplines des sciences cognitives. C'est-à-dire les sciences cognitives, alors parfois, on associe un peu trop directement sciences cognitives à neurosciences. Et puis, on se dit, en fait, les sciences cognitives, la cognition, c'est quoi? C'est comprendre comment le cerveau processe des informations pour, in fine, faire des choix, prendre des décisions, etc. En fait, les sciences cognitives, c'est un champ scientifique interdisciplinaire qui est plus large et qui englobe aussi la psychologie cognitive, l'anthropologie, la philosophie, l'intelligence artificielle, les neurosciences, la linguistique, les sciences de l'éducation, etc. Finalement, ce sont toutes les sciences qui permettent de comprendre comment l'être humain
notamment avec son cerveau, mais pas que, et comment l'être humain interagit avec son environnement par le biais des émotions, de la connaissance, etc., etc. Donc, on englobe bien l'ensemble de ces sujets. Je préfère le préciser parce que souvent, quand on dit, notamment quand donc nous, Humans Matter, on se présente, on dit design cognitif, ah ouais, mais en tout cas, du coup, vous ne vous intéressez pas au corps, vous ne vous intéressez pas aux émotions. Ben, si, bien sûr que si. Le corps, enfin, déjà, je rappelle que le cerveau, il fait partie du corps quand même, hein, il n'est pas à côté, même si on a essayé de nous faire croire ça pendant un moment. Le cerveau est bien dans le corps, il fait partie du corps. Donc, quand on s'intéresse au cerveau, on s'intéresse au corps. Et puis, en fait, il n'y a aucune, on le sait maintenant, il n'y a aucune décision qui ne soit pas déterminée, fortement influencée par les réponses émotionnelles que le corps a à des stimuli externes. Euh, donc, quand on parle vraiment de cognition, on parle de tout ce qui touche au fait d'interagir avec son environnement. Voilà, c'est aussi simple, mais aussi large et complexe que ça. Et donc, le but de cette fresque, hein, qui dure 3 heures, on recommande une dizaine de participants par groupe, ça va être bien d'identifier collectivement les leviers sur lesquels on peut agir directement pour s'engager plus efficacement en fait, dans une évolution des comportements. La façon dont ça se déroule, voilà, comme je disais, hein, ce qui est clé dans l'expérience de la fresque du facteur humain, c'est de partir d'un enjeu de transformation qui est propre au groupe. Donc, il y a un temps d'introduction pour que déjà le groupe de 10 personnes apprenne à se connaître, comprennent de quoi on est en train de parler quand on parle de facteur humain, bon, ça c'est évident, et son importance dans les enjeux de transformation. Donc, on pose le contexte, c'est un petit peu ce que j'ai fait là, hein, le contexte cadre du facteur humain, de quoi on parle, etc. Et puis, il va y avoir, donc ça va durer voilà, une vingtaine, 20-25 minutes. Et puis, en fait, une quinzaine de minutes dédiées à ce que le groupe identifie le comportement qu'il souhaite faire évoluer, le comportement qui le concerne et qu'il souhaite faire évoluer. Et puis ensuite, le cœur de la fresque va être de comprendre en fait ce qui limite notre puissance d'action, ce qui limite notre capacité à évoluer vers ce comportement souhaité. Et comme je disais tout à l'heure, on va faire des focus sur 2 choses. Les émotions que génère ce désir d'évolution d'un comportement. Et voilà, et souvent, ça génère beaucoup d'émotions, en fait. Il va y avoir beaucoup d'éclairage sur les biais cognitifs et les effets qu'ils ont. Et puis, continuer d'explorer les autres facteurs humains comme voilà, les éléments d'appartenance sociale, d'habitude, etc., etc. Donc, on va d'abord identifier les limites, les freins, et ensuite reprendre les mêmes éléments et se dire maintenant comment ces éléments qui ont été identifiés comme des freins peuvent devenir des accélérateurs ou des éléments qui amplifient, qui décuplent la puissance d'action. Je vais vous montrer sur un exemple d'une fresque produite hein, au bout des 3 heures à quoi ça ressemble. Mais il y a vraiment ce double mouvement. D'abord, on identifie les freins. On identifie parmi tous ces facteurs humains ce qui sont des freins, pour ensuite revenir sur ces freins qui ont le potentiel d'en fait devenir des accélérateurs si on concentre notre attention dessus. Et puis, donc, comme je disais, on est globalement dans un exercice qui est réflexif. Donc, la dernière étape, est un exercice de réflexivité sur cette expérience de réflexivité elle-même. Donc, c'est-à-dire, voilà, nous venons de faire une fresque ensemble. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a surpris? Qu'est-ce qu'on en retire? Sur quoi on a envie de se concentrer par la suite. Voilà, donc comme promis, je m'arrête de parler dans 2 minutes et simplement, je vous montre un exemple d'une fresque qui a été réalisée donc, le 7 janvier par un groupe d'une dizaine de personnes sur une thématique qui était une thématique des… alors, celle-là était un petit peu difficile. C'était une thématique en fait, comment on arrive à simplifier. Mais je vais peut-être vous montrer un autre exemple après. Je ne sais pas si celui-là est le meilleur, en fait, mais qui était une thématique de comment on arrive à aller vers le fait de transmettre des messages
des messages plus simples. En tout cas, ça permet d'illustrer le fonctionnement, hein. Vous voyez, il y a d'abord un travail collectif sur l'enjeu d'évolution de comportement sur lequel on se focalise. C'est tous les post-it que vous voyez au centre, pour au final en choisir un, qui est le gros post-it que vous voyez au milieu. Puis ensuite, à partir de celui-là, toutes les flèches rouges sont en fait les identifications de freins. Donc d'abord au niveau émotionnel, ok, et ensuite au niveau des biais cognitifs, donc on a des cartes pour chacun des biais cognitifs. Puis on continue l'identification des freins sur d'autres facteurs, type voilà, les attentions, les habitudes, etc. Et donc ça, c'est toute la première étape. Et ensuite, on repart de l'extérieur, des facteurs, des émotions, des biais, etc. Et on identifie comment ces facteurs, ces biais, ces émotions peuvent devenir des accélérateurs. Donc, ce sont les flèches vertes qui repartent vers l'intérieur. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je fais une petite pause là, peut-être pour commencer de recueillir certaines de vos questions, ce qui me permet aussi, ce qui va me permettre aussi d'arrêter ce partage d'écran et d'aller ouvrir un autre exemple de fresque que je pourrais, dans lequel je pourrais naviguer pour peut-être répondre à certaines de vos questions. Je peux commencer par une question? Bien sûr, je vous en prie. Alors merci déjà d'aborder ce sujet parce qu'effectivement il est passionnant et il est hyper intéressant. Donc moi je travaille dans les questions de transition écologique, hein, donc on est pile poil dedans. Du coup, votre fresque par rapport au nudge, par exemple, elle se positionne comment? Ah, c'est une super question pour commencer. Alors, je vais essayer de faire une réponse courte. On pourrait dire qu'elle se positionne comme la nouvelle génération des nudges. C'est-à-dire qu'en fait, le nudge traditionnel, celui qui est opérationnel dans plein de situations déjà aujourd'hui, en fait, il cherche à s'appuyer sur un certain nombre d'automatismes cognitifs que l'on a, qui sont regroupés dans ce que Daniel Kahneman appelle le système 1. Et en fait, on cherche à s'appuyer sur ces automatismes, à s'appuyer sur des biais pour orienter vers des comportements positifs. Mais en fait, il n'y a pas d'apprentissage. C'est-à-dire que, alors, Riyad Lebib, qui travaille avec nous chez Humans Matter, qui est docteur en neurosciences, qui est un spécialiste de cette question, lui, il va définir des nudges comme des béquilles cognitives ou des béquilles comportementales. Et si j'enlève la béquille, c'est fini, en fait. Donc, si vous avez mis en place des nudges qui cherchent à provoquer un comportement, si vous enlevez le nudge, en fait, il n'y a pas eu d'évolution du comportement. Il y a eu un comportement à un moment donné avec le nudge. Voilà. Là, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est d'aller en fait activer le système 2, en fait, qui est un système qui est plus rationnel, plus réfléchi, plus lent, mais d'activer ce système rationnel sur nos automatismes et de re-questionner nos automatismes pour se donner une chance de faire évoluer ces automatismes vers des choses plus souhaitables. Donc, c'est ça tout le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait qualifier ça de nudge de deuxième génération en disant effectivement, on vient nudger le fait de re-questionner ces automatismes et non pas uniquement venir nudger de façon ponctuelle un comportement. Et merci, la question, elle est excellente et voilà, et on est relativement à l'aise dans ces réponses, dans le sens où on commence quand même à voir les limites des nudges. Voilà, donc, Merci. et limites exprimées par les concepteurs des nudges eux-mêmes, hein, donc Cass Sunstein, Daniel Kahneman, etc., admettent eux-mêmes les limites des nudges. Du coup, ce que je vais faire… Oui, allez-y, je vous en prie, prenez la parole. Si je comprends bien, en fait, avec l'approche que vous proposez par la fresque, alors déjà, merci pour, pour cette présentation très claire de l'utilité de la fresque. Effectivement, je comprends qu'on est beaucoup plus dans une approche qui vise à un empowerment grâce à la fresque, parce qu'en fait, on aide les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe en eux,
contrairement au nudge qui va se baser sur quelque chose d'une certaine façon, soit automatique, soit inconsciente. Tout à fait. Tout à fait. Alors, encore une fois, hein, merci d'amener ça, parce que moi, ça me permet de poser un terme qui m'est personnellement très cher, qui est celui de métacognition, en fait. C'est-à-dire, en fait, la cognition de notre cognition ou la compréhension de notre cognition. Et on sait très bien, notamment dans les approches thérapeutiques, à quel point le développement de la métacognition est un levier d'évolution durable et qui nous semble aujourd'hui insuffisamment activé. En fait. Voilà. Donc, toute l'intention de cette fresque est aussi de venir activer ces capacités métacognitives qu'en fait nous avons tous. Alors là, j'ai montré à l'écran un autre exemple qui était sur une question. Alors celle-là, je ne sais plus, il me semble qu'elle a été faite fin décembre, qui était sur une question en fait, de changement de comportement alimentaire. Voilà, avec donc encore une fois le même processus. Hein. Donc, vous voyez au centre des post-it pour se dire en fait, attends, de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on parle de changement de comportement alimentaire. Le groupe qui s'accorde pour dire en fait la question c'est rééquilibrage protéines animales, protéines végétales. Et puis, attendez, j'ai essayé voilà, de zoomer. Et puis, donc, vous voyez, à partir de ça, toutes les flèches rouges qui partent vers des émotions que ce type presque d'injonction comportementale en fait, hein, peut créer. Voilà, donc on voit ici des notions de culpabilité, de colère, etc. Donc, on commence toujours par les flèches rouges, on part vers l'extérieur, puis ensuite, on va voir qu'on va reprendre les flèches vertes pour évaluer comment un certain nombre de ces facteurs peuvent devenir des facteurs positifs. Et puis ici, vous voyez en fait des éléments. Donc, vous voyez, toute la partie émotion, elle n'est pas cadrée. Hein, c'est chacun met son post-it en fonction de comment il ressent les choses. La partie biais cognitif, elle, est cadrée par des cartes biais cognitifs. Parce que donc il y a un aspect, une intention pédagogique dans cette fresque sur ces biais cognitifs, les découvrir et questionner ses propres biais grâce au fait de les découvrir. Et d'un point de vue très concret sur la fresque, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, chaque participant, parfois réuni en équipe, a un petit plateau comme ça. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, si moi je fais partie de l'équipe A, pendant les tours sur la fresque, eh ben, je vais amener ces cartes. C'est-à-dire je vais amener la carte biais d'autorité et je vais animer, je vais impulser cette réflexion en groupe sur l'effet du biais d'autorité. Bon, je prends cet exemple-là, hein, l'effet du biais d'autorité par rapport à la question du changement de comportement alimentaire pour rééquilibrer protéines animales, protéines végétales. Donc, c'est comme ça aussi qu'il y a un effet d'animation qui est fait sur la fresque. Et animation qui n'est pas uniquement entre les mains de l'animateur, mais qui cherche bien aussi à mettre en position d'acteur tous les participants de la fresque. Voilà, et donc une fois que ces deux mouvements ont été faits, donc le mouvement vers l'extérieur pour identifier les freins, puis le mouvement vers l'intérieur pour se dire finalement quel frein peut devenir un accélérateur ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accélérateur, et ben, chaque participant peut faire sa propre synthèse en se disant finalement de toute cette expérience, on est parti de ce comportement attendu ou souhaité. Je retiens que ces émotions sont particulièrement actives dans ce désir d'évolution de comportement, que ces biais cognitifs étaient. Je retiens qu'il y avait ces leviers-là qui étaient là. Et voilà ce que je me fais comme synthèse et ce que je retiens pour moi. Alors, je vais essayer de regarder. Oui, Excusez-moi, Alexandre, juste j'en prie. une petite interruption. Je me fais le porte-parole de pas mal de gens apparemment qui n'ont pas reçu le lien Meet. Est-ce qu'on reste sur Zoom, comme disait Nathalie, ou est-ce que… Alors, eh ben, malheureusement, je ne sais pas trop vous répondre. Alors, attendez. Je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais par contre, je vais passer le message tout de suite. D'accord.
Merci. Je suis désolé. Hein. C'est vrai. Je suis désolé, on a dû jongler un petit peu là. Ah oui. Mais je passe le message tout de suite. Parce que pour être tout à fait honnête et transparent. Alors, j'ai un message d'Audrey qui me dit « Peux-tu bien dire à tous ceux inscrits pour 3 heures d'aller sur le lien Meet qu'ils ont reçu ?» Oui, mais on n'a pas reçu de Vous ne lien, en l'avez fait. pas reçu, c'est ça. C'est ça la question. Ouais. Alors, Il y en avait quelques-uns dans ce cas, apparemment, si on croit le chat. ouais, j'ai vu. C'est ça le problème. Et donc, en plus, voilà, le truc, c'est que je vais devoir vous quitter à un moment. Donc, est-ce qu'il y a non, tous les animateurs des fresques sont partis, en fait. Ah mince. Voilà. Parce qu'on a eu un message de Nathalie à un moment donné qui nous disait de rester sur Zoom pour ceux qui n'avaient pas reçu le lien, mais apparemment, c'est plus d'actualité. Yes. Et moi, je suis sur un Google Meet, mais je suis seul. Donc, c'est un peu embêtant pour ceux qui ont trouvé le lien, mais qui sont seuls. C'est un autre problème. Je comprends. Alors, je vous dis en plus, merci. On va le rejoindre. Avec toi, merci Sandrine, c'est gentil. J'apprécie. Non, mais en plus, alors, pour être tout à fait honnête, et vraiment, c'est pas des éléments de langage. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on pensait pouvoir faire notre petite session tranquille, comme on fait à la maison, en faisant peut-être 2 groupes, c'est-à-dire en étant 20-25. Et on s'est retrouvé avec pas loin de 600 inscrits sur LinkedIn. Voilà. C'est plutôt bon signe, remarque. C'est bon signe, c'est a priori, on touche un sujet qui compte. En tout cas, oui, nous, on en est convaincus. Bon, ça me permet quand même de dire que voilà, on en est au stade d'avoir une première version qui peut tourner auprès de groupes. Et maintenant, effectivement, on s'inspire beaucoup du succès de la fresque du climat pour aussi inviter un maximum de personnes à déployer une expérience de ce type. Donc voilà, on est très heureux que vous soyez très nombreux. On vous remercie de votre indulgence. J'espère qu'on va trouver une solution. Donc, je pense qu'il va falloir que je prenne mon téléphone. Alexandre, si je peux me permettre de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour les 2 prochaines heures? J'avais la même question. Alors, je vais vous dire, en toute honnêteté, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une petite grève dans l'éducation nationale. Donc, j'ai fait quelque chose que j'aime pas trop, c'est que j'ai mis mes fils devant la télé et puis je vais essayer de les enlever de la télé quand même et de faire 2-3 trucs avec eux. Voilà, ça va être mon programme pour la prochaine demi-heure. Et puis après, je vais reprendre un petit peu d'autres réunions pour mon métier de base, qui est d'être voilà, un des dirigeants de Human Center. Voilà. Donc, voilà ce que va être le programme du reste de mon après-midi. Non, mais blague à part, enfin, ce n'était pas des blagues d'ailleurs, mais bon, histoire perso à part, on va quand même essayer de trouver une solution. Peut-être qu'il s'agirait d'en reprogrammer une, si c'est possible. Oui, j'avais la même question. Est-ce que vous allez faire un autre Puisque celle du 25 janvier elle est déjà pleine. Elle est sold out. Ouais. Et est-ce que quelqu'un sait si ces cartes relativement aux biais cognitifs sont disponibles quelque part ou est-ce que c'est que lorsqu'on fait les fresques qu'on y a accès? J'ai posé la question, mais il n'y a pas de réponse encore. Bon, on va voir. Bon, donc j'ai passé le message. Donc, alors oui, j'ai entendu les questions en même temps. Donc oui, il y a une autre session qui est prévue le 25 janvier dans le cadre du Learning Planet Festival, qui est l'initiative du…
de ce qui s'appelle d'ailleurs maintenant le Learning Planet Institute, anciennement CRI et UNESCO. Je crois qu'elle est déjà complète. Ensuite, sur la question des ressources, donc les cartes, etc. Donc l'association, en fait, on est en train de déposer les statuts. On va mettre tous ces éléments sous licence Creative Commons, etc. Donc, ça sera accessible. On est en train aussi de préparer les modalités d'animation d'une fresque, les modalités de constitution de la communauté des fresqueurs, voilà, pour reprendre encore une fois, pour s'inspirer vraiment de Fresques du climat et des autres. Et oui, Maison de la conversation, ça existe vraiment, c'est un super endroit d'ailleurs. Et donc, on est en train de préparer les modalités, c'est-à-dire voilà, comment ça se lie à une adhésion, comment, s'il y a une forme d'exploitation commerciale de ces fresques, qu'est-ce qu'il doit être reversé à l'association, comment l'association utilise ses ressources, etc., etc. Mais en tout cas, oui, le but est de le rendre accessible au plus grand nombre, moyennant effectivement des participations au fonctionnement de l'association. Voilà, mais encore une fois, on est en cours, on est en train de faire tout ça, tout n'est pas prêt. Mais je vous donne voilà, ce que sont les intentions. Festival, donc c'est le Learning Planet Festival qui se déroule donc du 25 au 29 janvier, qui est un événement mondial. Enfin voilà, super intéressant comme initiative. Voilà, alors laisse-moi entrer. Alors, j'ai Jérémy qui me dit laisse-moi entrer, mais bien sûr je te laisse entrer, Jérémy. Jérémy, bien sûr que je te laisse entrer. Vas-y. Dis-nous, fais-nous un petit update de la situation. Voilà, moi je suis là si on a besoin. Moi, j'ai terminé. J'ai terminé la présentation. Je crois que malheureusement, un certain nombre de personnes ici… Je vais pouvoir vous aider. Si vous restez là, je vais vous dispatcher dans des groupes si vous voulez. Ah ben, volontiers, oui. Ok. Voilà, moi je vais vous laisser. Merci. Oui, il y aura des nouvelles dates. Je réponds à une dernière question. Oui, bien sûr, il y aura des nouvelles dates pour une fresque avec tes enfants. Ouais, pourquoi pas, je n'ai pas essayé encore. Mais j'ai une idée des comportements qui devraient faire évoluer par contre. Et toi, comme papa aussi? Merci Nathalie, bien sûr, évidemment. J'ai aussi un peu de boulot. Ouais. Donc voilà, merci, un grand merci à toutes et à tous. Voilà, c'était une mise en bouche. On voit qu'on a créé de l'attente, ça fait plaisir et on va s'occuper d'être au niveau de ça et de vous permettre à toutes et à tous, comme vous le souhaitez, de faire partie de l'aventure aussi. Voilà. Je vous ai partagé un lien Zoom, vous pouvez rejoindre ma session, on sera peut-être nombreux, mais on va se débrouiller. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous laisse entre les mains de Jérémy. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Merci. Merci beaucoup Alexandre, super. Merci. Donc, chers tous, je vous ai envoyé un lien pour vivre l'expérience de 3 heures de la fresque. Donc, vous l'avez là dans le chat. Simplement, ceux qui étaient déjà inscrits, s'il vous plaît, parce qu'on va être très nombreux. Ok, au revoir alors. Au revoir. Pour les prochaines sessions, c'est le 25. Donc, il y a une autre session de présentation le 25 à midi et il y a une session de la fresque de 3 heures le 25 à 9 heures. Mais elle n'est pas sold out? Elle est sold out, mais bon, comme on a vécu des choses intenses aujourd'hui, nous sommes amis maintenant, vous aurez le plaisir de pouvoir y participer. Alors, comment peut-on s'inscrire à nouveau, Jérémy? Enfin, s'inscrire. Alors, je vais vous donner le lien. Ah non, parce que c'est sold out, donc il faut m'envoyer un petit mot. Donc, je vous mets mon email. Ok. Et je vous libérerai une place pour l'animation de 3 heures. Et donc, le matin à 9 heures, c'est ça? Le 25 à 9 heures, oui. Et pour les autres, vous avez donc un lien Zoom, pour ceux qui étaient déjà inscrits.
Voilà. Encore désolé pour tous ces problèmes techniques.